Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'APM. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les retards de soins durant la crise Covid et leurs conséquences, en particulier à moyen et long terme. Pour évoquer ce sujet, nous accueillons Alain Thierry. Alain Thierry, bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM à l'Institut de recherche sur le cancer de Montpellier. Vous avez coordonné des travaux qui ont permis de mesurer pour la première fois de façon quantitative l'impact du confinement sur la taille de certaines tumeurs cancéreuses et vous nous parlerez notamment de vos recherches sur le sujet. Isabelle Huette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'association Rose Up. Vous accompagnez et défendez les droits des femmes touchées par un cancer. Vous allez vous faire le relais de témoignages sur les retards de soins de cancérologie, des témoignages de patientes. Notamment, et vous évoquerez également les dépistages, les retards de dépistage. Olivier Guérin, quant à vous, vous êtes professeur des universités praticiens hospitaliers au CHU de Nice. Vous êtes président du Conseil national professionnel de gériatrie et vice-président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Vous étiez également membre du conseil scientifique durant la crise. Vous interviendrez notamment sur les conséquences des retards de soins durant la crise sanitaire pour les personnes âgées. Vous évoquerez notamment les pertes d'autonomie. Et nous sommes également en présence de Sylvain Labonne. Bonjour. Bonjour Sylvain. Sylvain Labonne et moi-même, Jean-Yves Paillet, je me présente. Nous sommes les auteurs d'un livre sur les conséquences de ces retards de soins durant l'épidémie. Nous allons vous présenter d'ailleurs rapidement quelques éléments de notre travail. Alors, peut-être, dans un premier temps, on va évoquer la genèse du livre assez rapidement. En fait, on a constaté au cours d'une enquête pour l'APM en mars 2021 l'ampleur de ces retards de soins et des conséquences à venir en interrogeant des médecins sur le terrain. On a constaté également que les institutions n'ont pas lancé d'études approfondies sur le sujet au niveau global à l'échelle nationale. Donc, on a souhaité apporter un premier bilan dans la mesure de nos moyens. Alors, nous avons d'abord recensé les causes de ces retards de soins. On peut en citer quelques-unes. Donc, il s'agit des déprogrammations massives uniformes sur le territoire durant le premier confinement, de l'arrêt des campagnes de dépistage organisées du cancer au début de la crise en particulier. On a constaté également que le système de soins était désorganisé, avec notamment la fermeture de nombreux cabinets de ville. Également, autre cause de ces retards de soins, ce sont les patients inquiets, qui avaient soit peur de surcharger le système de soins, soit peur d'attraper le virus. On peut également évoquer le manque de ressources humaines, en particulier les anesthésistes réanimateurs. Alors maintenant, je vais laisser Sylvain Labonne vous présenter quelques éléments sur la cancérologie. Bonjour à tous, alors ce sera très rapide, mais c'est simplement au cours de notre travail, on s'est rendu compte, on avait une idée avant, mais de l'ampleur de la décision d'arrêter la campagne de dépistage organisé de cancer, c'est-à-dire notamment l'envoi d'informations pour les patients à domicile pour se faire dépister. Et on s'est rendu compte que de nombreux patients, outre le fait de ne plus avoir d'informations pour pouvoir aller se faire dépister, ils ont eu une peur de sortir de chez eux, préférant rester à la maison plutôt que d'aller se faire dépister. Et ces effets cumulés, c'est par exemple un chiffre assez saisissant, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu une baisse des mammographies de 9,5% par rapport à 2019. Et ce retard n'avait toujours pas été rattrapé en 2021. Et autre exemple frappant, il y a eu une baisse de 5% des chirurgies visant à retirer les tumeurs entre mars 2020 et août 2021, sur une très grande période. Il y a également eu un arrêt de certaines chirurgies qu'on appelle fonctionnelles pour libérer de la place au bloc opératoire, comme les reconstructions mammaires ou les opérations pour régler les problèmes d'incontinence. Certaines tumeurs ont été détectées en moyenne à des stades plus élevés que d'habitude du fait de ces mesures, et M. Thierry en parlera pour certains types de cancers. Et les experts pensent qu'il y aura une surmortalité dans les prochaines années en conséquence de tout cela. On a travaillé également sur d'autres pathologies. On a travaillé sur les greffes. Alors, on a constaté une forte baisse du nombre de greffes. Le niveau d'avant-crise, qui s'élevait à environ 5 900 greffes en 2019, n'a jamais été rattrapé, ni en 2021, ni en 2022. Alors on a constaté qu'il y a eu moins de donneurs au plus fort de la crise,
Et le travail de recensement a été perturbé car les professionnels mobilisés pour ces recensements ont souvent été mobilisés ailleurs pour le Covid. On a constaté également plus de décès. Le nombre de décès est passé de 795. Alors des décès, il faut préciser que ce sont pour les patients en attente de greffe. Donc ce nombre de décès est passé de 795 en 2019, à 978 en 2020 et 949 en 2021. Alors il faut noter qu'une partie de ces décès est due au Covid, mais que l'autre partie est notamment due à l'accès restreint à ces greffes. On s'est aussi intéressé à l'ophtalmologie. On a constaté des pertes d'acuité visuelle qui étaient dues au retard de prise en charge des décollements de rétine. Alors ça, c'était plutôt au début de l'épidémie. On a également constaté que les injections intravitréennes, c'est un traitement contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ces traitements en fait, ont mal été suivis, donc ce qui a pu provoquer des pertes d'acuité visuelle irréversibles. On s'est aussi intéressé aux malades chroniques. On a constaté globalement un suivi dégradé de ces patients. Il y a eu par exemple des compensations accrues pour les patients diabétiques. On a également constaté que des bronchopneumopathies obstructives ont été diagnostiquées tardivement, sans compter l'anxiété de ces patients, mais qu'on retrouve pour d'autres pathologies également. Enfin, on s'est aussi intéressé aux maladies cardiovasculaires, avec des délais allongés pour les prises en charge d'infarctus au début de l'épidémie. Globalement, des patients qui avaient un état de santé dégradé, en particulier par exemple pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire. Maintenant, je laisse Sylvain présenter quelques pistes sur ce qu'il faudrait faire en cas de nouvelle épidémie. Dans une dernière partie, on a brièvement évoqué les leçons de la pandémie et quelques pistes d'amélioration pour la suite. La première piste, la plus évidente, c'est de sanctuariser la campagne de dépistage organisée du cancer. Ne pas l'arrêter, ça paraît évident, mais c'est quand même à dire. Ensuite, il y a une pénurie de masques au début de la crise, donc l'intérêt aujourd'hui serait de définir des nouveaux stocks stratégiques de masques d'État et garantir une filière d'approvisionnement en masques, notamment française. En réanimation, outre l'idée de créer davantage de lits, ce qui n'est pas forcément pertinent en dehors des crises, c'est surtout de permettre la transformation rapide de lits de soins intensifs en lits de réanimation et recruter davantage et former davantage de personnel, ce qui est plus compliqué. On s'est aussi intéressé aux projets architecturaux, ce qu'on pouvait faire au niveau des constructions, et on se rend compte qu'une chose intéressante à faire, c'est d'aménager des circuits séparés à l'intérieur des établissements, du moins la possibilité de le faire, pour séparer les zones avec des patients Covid ou potentiels et d'autres flux pour les personnes qui sont non touchées par le Covid, systématiser les chambres individuelles et un autre exemple illustrant avoir des systèmes d'aération filtrants pour limiter la propagation du virus des chambres vers les couloirs et vice-versa. Et plus largement, c'est développer plus de coopération entre le public et le privé. On a vu que ça a fonctionné pendant la crise localement. Voilà, et plus globalement, développer un système de prévention peut-être plus efficace et tourné vers les prochaines pandémies et la prévention du risque infectieux. Voilà pour cette partie. Et on va commencer avec Madame Huette, si vous voulez bien. Donc vous êtes présidente de l'association, directrice générale de l'association ROSUP. Attendez, je précise que dans le public, vous pouvez poser des questions. Vous avez un module commentaire pour ça. Voilà. Il y aura 15 minutes de questions. Oui, à la fin. Non, tu as raison. Donc, pendant la crise, à partir de mars 2020, vous avez reçu beaucoup de témoignages et de patientes qui vous ont contacté pour vous alerter sur des problèmes de prise en charge, de suivi des rendez-vous, de dépistage. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques remontées du terrain? Qu'est-ce que vous avez eu à traiter comme demande? Oui, bonjour. En fait, l'association ROSUP, c'est une association nationale. Donc, on a à peu près 2500 adhérentes sur le territoire et la plus grosse communauté de femmes touchées par le cancer sur les réseaux sociaux. Donc, dès le début de la crise sanitaire et en particulier du premier confinement, on a été extrêmement sollicité par de nombreuses femmes, tant sur nos réseaux, alors beaucoup d'anxiété quant au risque de contagion pour les personnes atteintes de cancer,
des femmes qui nous disaient justement qu'elles elles ne sortiraient pas pour aller faire leur radiothérapie à leur temps parce qu'elles ont peur d'être contaminées elles-mêmes, que surtout de contaminer des membres de leur entourage particulièrement affaiblis aussi chez elles, notamment un mari asthmatique par exemple. Et aussi beaucoup d'appels et de mails de femmes, ce qui nous a conduit à mettre en place une plateforme de déclaration de toutes ces déprogrammations. Et pour vous donner une idée, entre avril 2020 et avril 2021, on a eu plus de 80 signalements, ce qui nous a conduit, nous, à intervenir alors avec des problématiques extrêmement variées, des soucis pour se faire diagnostiquer. Par exemple, une femme qui avait détecté une grosseur dans un sein et qui ne trouvait pas de rendez-vous pour une mammographie parce que tous les cabinets de ville étaient fermés. Une autre dont le cancer avait été diagnostiqué, par exemple, à l'occasion d'une mammographie, qui ne trouvait pas de rendez-vous pour une biopsie. Enfin, vraiment énormément de cas comme ça, et puis des arrêts de chirurgie comme ça du jour au lendemain, sans information sur tout ça, qui est très anxiogène pour ces femmes, par exemple. D'accord, et qu'est-ce que vous leur avez proposé dans ces cas, par exemple, d'une prise en charge annulée? En fait, nous, on a essayé de trouver des solutions sur le territoire parce que, comme vous le disiez très justement, ce qu'on a remarqué, nous, parce qu'on n'a aucune donnée statistique, mais c'est vraiment des remontées de terrain, c'est qu'il y avait sur un territoire une application très homogène finalement des guidelines et en tout cas pas suffisamment de coopération entre le public et le privé. Et donc, à coup de téléphone, on a essayé de trouver des solutions pour permettre à ces femmes d'être prises en charge, de les aider au quotidien en fait, pour accéder en fait à leurs droits. Et pour les femmes dont le cancer n'avait pas été détecté, qui n'ont pas été invitées à le faire, vous avez eu des retours sur ça? Comment? Parce que ça passe en dessous des radars. Oui. Et puis ça se détecte à une occasion plus grave peut-être? Alors pour ça, nous, on n'a pas eu de remontée de terrain. L'essentiel pour nous, c'était essentiellement les problèmes de diagnostic pour des femmes qui avaient des symptômes ou des rendez-vous, par exemple des bilans d'extension qui ne pouvaient pas avoir lieu, ce qui est quand même particulièrement dommageable pour certaines femmes qui avaient un bilan de suivi de leur traitement et qui ne pouvaient pas le faire. Donc avec des retards de prise en charge pour celles-ci et potentiellement une reprise de l'extension de leur cancer. D'accord, merci. Pour compléter, Monsieur Thierry, donc vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Vos travaux ont permis de mesurer la charge tumorale chez les patients atteints de cancer colorectal avec métastase. Est-ce que vous pouvez nous présenter le principe de vos travaux déjà, pour savoir comment ça a fonctionné, et quels sont les résultats, et peut-être que vous avez des résultats récents. Alors on en a parlé dans notre livre longuement, mais on n'a pas pu avoir des nouvelles données puisque le livre est paru il y a quelques mois, donc peut-être que vous avez des nouveaux chiffres également à nous apporter. Merci. Merci, certainement. Nous avons eu la chance de présenter la première étude qui présentait la charge tumorale suite au premier confinement. Ce que l'on a fait, c'est bénéficier d'une étude clinique qui était en cours. Cette étude clinique est une étude prospective interventionnelle, c'est-à-dire qu'on analysait les patients dès que le diagnostic était fait par le praticien et nous analysions la quantité d'ADN circulant qui est indirectement proportionnel à la charge tumorale, c'est-à-dire au volume tumoral. Et donc, cette étude a été réalisée avant et après les confinements. Et donc, au cours donc, on n'a pas eu de prélèvement pendant le premier confinement, puisque c'était interdit aux essais cliniques. Et suite au premier confinement, on a reprélevé les patients et on s'est rendu compte au bout de 3 mois que les quantités d'ADN circulant, donc la charge tumorale, étaient plus élevées, mais de façon très significative. Alors j'ai décidé de contrôler cela et de suivre
de façon plus attentive ce paramètre et nous avons fait une étude sur 80 patients avant et après le premier confinement et on s'est rendu compte qu'il y avait 8 fois plus de quantité d'ADN circulant après le premier confinement. Et cette étude est très solide puisque donc c'est une étude clinique donc avec tous les contrôles qualité nécessaires et la statistique était aussi très solide puisque 8 fois plus c'est beaucoup en charge tumorale. Et cela est, quand on l'a présenté en 2021, on a montré aussi que la survie pouvait être impactée de ces patients puisque nous avions fait une étude précédente qui montrait que lorsque la quantité d'ADN circulant était élevée, la survie diminuait. Et donc, évidemment, cette survie est évidemment le sacré Graal pour déterminer l'impact du confinement par ailleurs. Donc, ça pourrait être une survie à 5 ans. Donc, les résultats extrêmement définitifs le seront 5 ans après le premier confinement. Mais ce que l'on a fait par ailleurs, c'est justement, comme vous avez indiqué, de continuer les analyses sur la charge tumorale. Et nous avons fini l'étude en juillet 2023. Donc on a 3 ans d'études post-confinement et disons 3 ans avant le premier confinement. Et on a une étude sur 555 patients, 229 d'un côté et 226 pour être très clair après confinement. Et les résultats sont assez intéressants puisque, comme je l'ai dit, il y a 8 fois plus de charge tumorale après le premier confinement, 3,5 fois plus après le deuxième confinement et encore 2,5 fois plus après le troisième confinement. Et ce qui est assez important, c'est que actuellement, il n'y a plus de différence significative entre les patients qui ont été prélevés dans les 6 derniers mois, c'est-à-dire entre janvier 2023 et juillet 2023, avec les patients qui précédaient le premier confinement. C'est-à-dire qu'on a pu revenir sur les niveaux normaux, on va dire, les niveaux précédant le confinement, après 3 ans d'études. Très bien. Est-ce qu'il est déjà possible d'estimer une surmortalité en milliers de décès, où vous avez parlé d'une période de 5 ans qui est la période au-delà de laquelle on considère qu'un patient qui a été atteint de cancer est totalement guéri? Je parle sous votre contrôle. Oui, sûr. Est-ce que vous tirez quelques estimations possibles sur la surmortalité? Alors, on parle bien sûr qu'un seul type de cancer. Il faudrait faire les travaux avec d'autres types de cancers. Oui, mais vous déjà avez introduit que ce sont des patients qui sont atteints de cancer colorectaux métastatiques et c'est une étude qui a été faite au diagnostic, c'est-à-dire des patients qui n'ont jamais été traités auparavant. Et il s'agit là d'extrapoler des résultats que l'on avait avant, puisqu'on avait fait des études de survie. Donc c'est extrêmement approximatif. Mais on peut imaginer, par rapport au niveau de quantité d'ADN circulant que l'on peut comparer au niveau des études de survie que l'on avait faites auparavant, qu'il peut y avoir un aspect délétère sur des milliers d'années de survie et peut-être des quelques centaines de patients qui pourraient décéder de ce contexte. Mais c'est de toute façon très approximatif et comme je l'ai dit, il n'y aura que l'étude à 5 ans qui permettra réellement d'établir une conclusion. Très bien, juste une petite dernière question. Comment vous expliquez ces résultats? Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Donc on a quelques pistes, mais peut-être que vous avez aussi étudié la question. C'est des rendez-vous qui ont été reportés, des patients qui ne sont pas venus consulter? Comment
Il y a différents points, cela a été abordé en introduction. Il y a le problème de dépistage. Il y a le problème du diagnostic, c'est-à-dire du nombre de patients qui vient consulter. Et il y a aussi le nombre de pratiques diagnostiques, comme les colonoscopies. Il y a aussi le contexte des exérèses. On peut calculer le nombre d'exérèses. Vous pouvez préciser Dans la résection des tumeurs, c'est-à-dire la chirurgie, le prélèvement de la tumeur du patient qui est assez efficace chez les patients atteints de cancer colorectal. Et donc il y a différents points qui, comme on l'a dit, qui ont été retardés à cause du contexte. Ce que l'on voit, c'est que le retard n'a pas pu être rattrapé pendant des années et qu'il est rattrapé apparemment au bout de 3 ans. Ça vient du contexte des flux tendus et des problèmes en santé publique. L'INCa, qui est un institut unique au monde, qui permet de retracer des données épidémiologiques et cliniques précises, étudie tous ces paramètres et je pense qu'ils vont être publiés bientôt. Et ce qui laisse apparaître, en tout cas de façon globale, c'est que ce soit en exérèse, en hospitalisation, en diagnostic, il y a eu un retard qui s'est prolongé, qui a fait un petit peu, qui n'a pas pu être rattrapé. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Guérin, si je comprends bien, la gériatrie est particulièrement touchée par les retards de soins. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles conséquences vous avez constatées aujourd'hui de ces retards de soins? Alors, pas la gériatrie, mais plutôt nos concitoyens âgés, on va dire, les patients âgés. D'une manière globale, et je pense que c'est vraiment très important qu'on soit bien d'accord là-dessus, ce sont les vulnérables au sens large qui sont les plus impactés par la désorganisation, par les restrictions qu'il y a eu pendant le temps Covid. Et donc tous les retards accumulés, il faut bien comprendre que ceux qui en payent le prix le plus fort, ce sont les plus vulnérables de nos sociétés et de la société française en particulier. En nombre, la vulnérabilité principale, c'est l'âge du coup, notamment les âgés isolés, mais vous avez aussi les précaires sociaux, vous avez aussi, il y a des tas d'autres vulnérabilités. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs, à l'aune d'une crise comme celle-là, à quel point notre système de santé, dont nous sommes si fiers, est relativement excluant, contrairement à ce qu'on pensait, des vulnérables. Et c'est un sujet qu'on évoque très souvent avec mon collègue et ami Franck Chauvin, président du Haut Conseil en santé publique. Nous avons un système qui, par son organisation, exclut ceux qui en ont paradoxalement le plus besoin. Parce que plus on est vulnérable, plus on a besoin du système de santé. Donc si on est d'accord là-dessus, on se recentre sur la personne âgée. Le problème des personnes âgées, c'est qu'elles ont eu une sorte de triple punition dans le temps Covid. Elles étaient les plus à risque lorsque elles attrapaient la maladie Covid. Le deuxième élément, c'est que la désorganisation du système de santé sur les autres prises en charge des autres maladies impacte en premier lieu les personnes âgées qui cumulent les pathologies, notamment les pathologies chroniques. Et le troisième élément, c'est que la vulnérabilité liée à l'âge, qui fait qu'on a ce qu'on appelle des fragilités intrinsèques, notamment l'impact sur l'autonomie, des mesures de restriction cette fois-ci, ont été les plus marquées dans l'ensemble des groupes de la société française. Donc c'est une espèce de triple élément qui fait que le surrisque maladie Covid, le surrisque de la désorganisation du système de santé et du bon suivi des maladies chroniques en particulier, et le surrisque, l'impact massif et psychologique et du fonctionnement physique et de tout ce que vous voulez, des mesures de restriction, donc des restrictions de liberté. Est-ce qu'une des causes pourrait être l'agisme finalement? Est-ce que les personnes âgées s'en occupent moins bien que les personnes moins âgées?
Alors, Qu'est-ce que vous en pensez ? c'est plus qu'une ma simple conviction, parce que ça, c'est assez étayé en termes de données. Effectivement, plus on est âgé, moins on est bien pris en charge, d'une manière globale, dans tous les pays, y compris le nôtre, et c'est important de le dire et de le savoir, y compris, il existe, l'agisme, c'est quoi ? C'est une discrimination sur des données liées à l'âge, hein, c'est ça. Hein. C'est une des discriminations les plus fréquentes. On a fait, dans notre société, beaucoup de progrès, probablement, sur les discriminations liées au sexe, liées aux minorités, liées à des tas de choses. Probablement que le prochain chantier, les autres ne sont pas terminés, hein, mais le prochain chantier, c'est celui des discriminations liées à l'âge. Cela dit, le système de santé lui-même est assez agiste. La société l'est, mais le système de santé aussi. Regardez des paramètres très simples, hein, le temps passé lorsqu'on est âgé dans un service d'accueil des urgences versus un patient plus jeune, qui sollicite le service d'accueil des urgences et qui nécessite une hospitalisation derrière, vous verrez, ça parle tout seul. L'autre élément, puisqu'on parlait des retards de soins dans le cadre de la pandémie, c'est que on parlait des déprogrammations chirurgicales. Notamment en premier lieu les déprogrammations dites fonctionnelles. Vous savez qu'on a déprogrammé, on a essayé de ne pas déprogrammer évidemment les chirurgies vitales, on a essayé de ne pas déprogrammer non plus les chirurgies carcinologiques. Par contre, on a déprogrammé de manière massive les chirurgies dites fonctionnelles. L'orthopédie, Une prothèse par de exemple. genou, une prothèse d'épaule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, la chirurgie fonctionnelle, c'est une chirurgie importante. Et paradoxalement, plus on est âgé, plus elle est importante. Parce que prendre 3 ans ou 2 ans de retard sur une prothèse du genou, c'est beaucoup plus compliqué à 80 qu'à 60. Pourquoi ? Parce que, à 80 ans, plus le temps passe, plus l'acte chirurgical en lui-même est potentiellement plus dangereux, plus c'est difficile de se remettre de son acte chirurgical, et de toute façon, plus il faut le faire tôt, puisque le risque de perte fonctionnelle, et donc d'entrer dans la perte d'autonomie, voire la dépendance, est élevé. Vous voyez ? Or, dans les éléments de reprogrammation chirurgicale, il y a eu là aussi, et c'est assez clair sur des données en général de registres plutôt locaux, hein, on n'a pas de données nationales, que la reprogrammation s'est faite aussi dans le sens croissant de l'âge. Et pas tout à fait dans le sens de l'importance pure et simple des indications chirurgicales. Quels sont les retards, les conséquences de ces retards de soins en chirurgie fonctionnelle ? Est-ce que ça veut dire que la personne perd en autonomie ? Avec les collègues à l'international, et on en discutait encore avec des collègues à l'OMS, on craint, Alain Thierry parlait de notre crainte qui est fondée, hein, je suis cancérologue en plus de formation initiale, d'une surmortalité par cancer dans les années à venir. Mais on craint de manière très forte aussi, et en plus avec l'augmentation de la population âgée, elle prend de l'âge la population mondiale en même temps, hein, une épidémie de perte d'autonomie et donc de dépendance accrue, avec plus importante et plus jeune en entrée dans la perte d'autonomie. À cause de ces 3 conséquences, hein, la maladie Covid, l'importance sur les autres pathologies et les mesures restrictives. D'autant que il faut bien comprendre que le retard de soins, en fait, plus on est âgé, moins il est récupérable, finalement. Et ça, c'est contre-intuitif. C'est pas ce qu'on pense comme ça. On se dit non, mais finalement, ils sont plus âgés, ils ont le temps. Non, c'est pour les personnes les plus vulnérables, et en particulier les âgés, qu'il faut être le plus rapide en termes de réponse dans le système de santé. Or, c'est tout le contraire qu'on fait, et une désorganisation telle que ce qu'a provoqué la pandémie Covid montre que dans le temps de reconstruction, de reprogrammation, de tout ce que vous voulez, ça marche encore moins bien sur les personnes âgées. L'autre élément, et je terminerai là-dessus, où on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que le système de santé lui-même, ses acteurs, ses professionnels ont souffert de la pandémie, à tel point que le système de santé maintenant répond moins bien, en dehors de tout contexte épidémique, là, répond moins bien qu'il ne répondait en 2019. Des gens sont partis, des professionnels s'arrêtent ou changent de métier. Et donc, toute cette dimension de retard de soins, elle est maintenant liée à l'effet pandémique, elle est maintenant aussi obérée par le fait que le système est devenu plus fragile dans le même temps. Est-ce qu'on doit s'attendre à finalement de plus en plus de personnes en EHPAD, par exemple, avec ces pertes d'autonomie ?
Ouais, j'espère qu'il y a d'autres modèles que l'EHPAD aussi pour accompagner la perte d'autonomie. Et puis, il y a un vrai sujet maintenant de prévention. C'est prévenir aussi la perte d'autonomie. Il faut, on en parlera probablement tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure avec mes collègues de table ronde. Le sujet de la prévention pour la santé et l'autonomie, il ne faut plus distinguer santé et autonomie, c'est un sujet clé. De toute façon, quand vous avez un système sanitaire dont la réponse objectivement sera moins bonne dans les années à venir qu'elle n'était auparavant, il vaut mieux miser sur la prévention. Merci. Madame Huette, j'aurais voulu vous interroger sur les autres conséquences de la crise Covid pour les femmes atteintes de cancer. Les schémas de soins, est-ce qu'ils ont été modifiés? Si oui, avec quelles conséquences? Alors oui, nous, on a eu de nombreux témoignages de femmes pour lesquelles les traitements ont été modifiés. Par exemple, des chimiothérapies qui étaient administrées de façon hebdomadaire, qui ont été transformées en toutes les 3 semaines, avec des toxicités bien plus importantes en conséquence, voire des interrogations en fait sur l'efficacité des traitements. On a même une de nos adhérentes atteinte d'un cancer du sein métastatique qui était soignée par chimiothérapie à l'hôpital et à qui on a administré une chimiothérapie orale en lui laissant le choix d'ailleurs, ce qui était aussi très compliqué comme décision à prendre pour éviter qu'elle ne se déplace à l'hôpital et qui malheureusement a très mal supporté les traitements et est décédée assez rapidement par la suite. Donc les conséquences, bien évidemment, sont loin d'être anodines. Après, il y a eu aussi dans le niveau de priorisation des interventions, certaines interventions qui n'étaient pas jugées prioritaires, notamment tout ce qui était préservation de la fertilité. Alors pour certaines femmes, c'était tout ce qui était préservation ovarienne, donc des jeunes femmes qui venaient d'être qui devaient être prises en charge par chimiothérapie et à qui on a refusé en fait cette préservation ovarienne, donc avec des conséquences dramatiques pour elles, puisque c'est aussi un élément de chance supplémentaire d'avoir un enfant après une chimiothérapie qui leur a été retirée. Et puis ensuite des femmes aussi, là c'est dans l'autre sens, pour une réimplantation, à qui on a suspendu le traitement d'hormonothérapie qui évite la rechute et avec ses rendez-vous annulés. Donc là aussi, c'est absolument dramatique. Et c'est sans compter les éléments aussi sur la qualité de vie, tant psychologique que aussi sociale. Et si les autorités ont dit que la prise en charge du cancer a été sanctuarisée, est-ce que vous avez eu des témoignages de prise en charge? Donc, on parlait de fonctionnel, donc c'est-à-dire, je ne sais pas trop comment le définir, mais quelque chose qui n'impacte pas, qui ne relève pas du vital. Est-ce qu'on a aussi des exemples de prise en charge vitale qui ont été impactés? Au tout début, oui, il y a eu des retards, des reports d'opérations pendant quelques semaines, indéniablement. Ensuite, ça a été rapidement rétabli, fort heureusement, et avec cette hiérarchisation, donc avec notamment ces problèmes pour les préservations ovariennes ou alors tout ce qui était reconstruction mammaire. Qu'est-ce que vous pensez? Sans distinction d'ailleurs, parce que entre une reconstruction mammaire, on va dire normale et dans un cadre prophylactique pour des femmes atteintes de cancer, ayant un BRCA par exemple, c'est quand même très anxiogène parce que ça se fait pas. Cette décision a été prise de façon conjointe entre le médecin et la patiente, et reporter ce type d'opération, c'est aussi une atteinte à ses chances de survie quelque part. Donc c'est pas du tout anodin en fait. Et naïvement, je vous pose la question, quand est-ce qu'on est sorti de la crise? Puisque je sais qu'on n'en est jamais vraiment sorti, mais par rapport strictement au Covid, parce que la crise de l'hôpital s'est substituée à la crise strictement du Covid, et quand est-ce que les choses, vous avez eu l'impression qu'elles sont revenues à la normale?
En tout cas, c'est un petit peu compliqué de le dire, effectivement, parce que les deux sont tellement entremêlés, comme l'ont dit aussi mes collègues ici, que c'est vraiment, c'est pas du tout simple. C'est une question à laquelle il n'est pas du tout simple de répondre. Aujourd'hui, il y a des programmations encore, mais qui ne sont plus du tout liées à la pandémie. Donc, On vous appelle toujours pour... alors nous, on a suspendu notre plateforme parce qu'on a constaté qu'à la fin 2022, début 2023, ça allait mieux. Mais effectivement, là, depuis quelques mois, les choses repartent. D'ailleurs, je discutais récemment avec la directrice de notre maison Roseup de Paris, donc un lieu de soins de support, qui me disait que là, pendant le mois d'août, elle a eu énormément de femmes en détresse qui craquaient littéralement, qui venaient les voir parce que manque de personnel pendant les congés d'été, des retards de rendez-vous, aucune réponse à leurs questions, et elles arrivaient en pleurs dans notre établissement. Donc on voit que les choses sont malheureusement encore aujourd'hui pas simples. Vous êtes inquiète pour les conséquences à long terme, j'imagine. Oui, bien évidemment, oui. Je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a, à vos connaissances, il y a d'autres études similaires à la vôtre sur d'autres types de cancers? Parce que là, on parlait d'un cancer très précis avec vous. Vos travaux portaient sur un type de cancer. Mais est-ce que vous avez connaissance d'études similaires? Oui, tout à fait. Après notre étude, il y a eu une étude sur le cancer du sein, une étude sur le cancer du poumon, respectivement en Italie et en Allemagne. Il y a eu aussi une étude, 3 études aux États-Unis qui montrent clairement que même là-bas, le rattrapage se fait très difficilement. Et donc, cela permet aussi d'indiquer, ce qui a été un peu introduit auparavant, que les problèmes que l'on a en France se trouvent aussi dans d'autres pays, et même avec des modèles très différents comme aux États-Unis, puisque, comme je viens de vous le dire, aux États-Unis, le rattrapage a été fait très doucement, alors que le système de santé est complètement différent quand même. Et donc cela illustre aussi que il n'y a pas que le Covid dans cette période, et je pense que le Covid a été un accélérateur d'un changement sociétal concernant l'individualisation, la notion de temps libre, la notion de travail, la notion de vocation et de passion à son travail, qui fait que on se trouve comme dans une petite révolution qui est exacerbée bien sûr en France, mais aussi dans d'autres pays. Est-ce que vous avez parce que nous, dans notre livre, on a eu accès à des données de retard pour les soins, notamment en cancérologie, jusqu'à une certaine date, jusqu'à fin 2022, début 2023. Est-ce que l'INCa, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'ils ont des nouvelles données sur fin 2022, début 2023, sur les retards, par exemple, de diagnostic C'est un sujet que l'INCa, comme je l'ai indiqué auparavant, suit de façon très attentive, parce que du départ, on a été soucieux de cela. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas dire que le diagnostic est très important, que la prévention est très importante, et dire après qu'un retard de diagnostic n'a pas d'effet. Donc, il était évident que d'entrée, cela posait un problème. Et donc, comme je l'ai dit, l'INCa possède tous les moyens, les outils, le réseau qui permet, peut-être de façon unique au monde, de répertorier toutes les informations cliniques, que ce soit en hospitalisation, diagnostic, de façon précise, même différencier les différents frottis, les retards de différents frottis, et le retard sur les exérèses, les retards de consultation, tout est répertorié à l'INCa. Mais je laisse l'INCa quand même la stratégie de communiquer là-dessus. Donc, je pense que cela va se faire bientôt, d'autant plus que je sais, parce que j'ai participé à des réunions,
que le résultat que l'on a, c'est-à-dire un rattrapage à 3 ans, corrobore les résultats du nombre d'exérèses, de tous ces retards et de diagnostics qui ont été indiqués par l'INCa. Donc, faut s'attendre à des retards qui continuent 3 ans après. non, je pense qu'actuellement, on va revenir à un niveau maintenant. D'accord. Et il y a eu quand même tous les cliniciens, les oncologues ont été aussi sensibilisés au fait qu'il y avait un retard au diagnostic. Et donc, il y a eu quand même une volonté d'essayer de faire pour le mieux, malgré les problèmes de ressources humaines, comme évoqué. Merci. Monsieur Guérin, on s'est beaucoup intéressé à l'impact psychologique chez les plus jeunes durant le Covid, mais chez les personnes âgées, qu'en est-il finalement ? Disons que l'impact, il a été très transversal, transgénérationnel et global, même pour nos dirigeants de l'exécutif. Je pense que ça a été dans le monde entier. Donc l'impact, il a été très fort. Ce qui est intéressant plutôt, c'est de regarder les conséquences de cet impact psychologique au moment où il y a eu notamment les mesures restrictives. C'est vrai qu'on s'est focalisé, parce que c'était très important, sur les jeunes. Notamment, on a beaucoup discuté des étudiants qui pouvaient être dans de très grandes souffrances. Et on a assez peu parlé de l'impact sur les plus âgés d'entre nous, notamment les âgés les plus isolés, avec un impact qui est pour le coup rémanent, c'est-à-dire qu'il y a une forme de rémanence de l'impact. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été une souffrance terrible pour les étudiants. Il y a encore des situations qui peuvent être issues de cette période-là qui sont encore difficiles, mais globalement, il y a une forme de résilience qui fait qu'on arrive à avancer et à globalement aller mieux sous réserve de certaines tranches d'âge. Mais je ne suis pas du tout un expert de la pédopsychiatrie ou de la pédopsychologie, donc je préfère laisser les experts. Ce que j'en entends, c'est que par exemple, chez les jeunes ados, on a de la construction du tissu, du réseau social, c'était les conséquences peuvent être plus importantes. Par contre, chez les sujets âgés, pour le coup, un des éléments le plus marquant, c'est l'isolement augmenté, qui a été d'ailleurs assez bien documenté. Je pense à des associations exceptionnelles comme les Petits Frères des Pauvres, par exemple, qui l'ont très bien documenté. Donc une augmentation massive de l'isolement des plus âgés, de nos concitoyens. L'autre élément, c'est une forme de confinement domiciliaire maintenu. C'est-à-dire qu'à la fois la perte de l'habitude et une forme d'anxiété à sortir, initialement liée à la maladie, mais à sortir maintenant tout court, finalement, fait que vous avez une épidémie potentielle de perte de fonction, parce que ne pas sortir, c'est le meilleur moyen de plus marcher, pour faire court et en résumé très bref. Donc on s'attend effectivement, on constate l'augmentation de l'isolement, du grand isolement des personnes âgées. Encore une fois, regardez les travaux des Petits Frères des Pauvres sur le sujet. Et nous, côté sanitaire et médical, on s'attend à la conséquence de cet élément-là, qui est une augmentation massive du risque de perte d'autonomie. Ce sont des personnes qui ne sortent pas de chez elles, mais est-ce que, pour le coup, elles ratent aussi finalement des consultations, des soins ? Est-ce que cette situation-là perdure ? C'est une situation, on parlait beaucoup plutôt au début du Covid. Oui. Alors je reviens sur le système de santé français, comme d'autres, qui est très excluant de cette population des âgés isolés. Ils n'avaient déjà pas beaucoup de soins avant. Quand vous avez un soin primaire, une organisation du soin primaire, médecins généralistes et les acteurs du soin primaire, qui ne peut plus ou ne veut plus, ou les deux, se déplacer au domicile, un âgé isolé ne voit plus jamais personne. Ça paraît assez évident. Donc ça, en fait, ça augmente en nombre, puisqu'ils sont plus nombreux à être isolés, et qu'entre-temps, la réponse, notamment du soin primaire, est encore plus dégradée qu'elle ne l'était en 2019. Donc ça ne va pas vers le mieux, ça c'est sûr. Augmentation des besoins, diminution des capacités de réponse. Donc oui, il y a un sujet urgent, et d'ailleurs qui est un sujet aussi organisationnel de notre système de santé, le fameux aller vers qu'on a souhaité pendant la crise Covid pour aller vacciner, qui n'a pas marché.
chez les âgés comparé à d'autres pays. Là, pour le coup, j'étais au cœur du truc avec le conseil scientifique. Ça a beaucoup moins bien marché en France que ça n'a marché au Portugal, en Espagne, au UK, enfin au Royaume-Uni. On a été moins bon sur les âgés isolés. Et là, cet élément-là, finalement, je ne dirais pas d'abandon, mais de non-capacité de projection, une personne de 90 ans seule à la maison n'ira pas voir un médecin généraliste dans son cabinet. Donc, soit elle est identifiée parfois par des systèmes, notamment plutôt du social, je pense aux services de type CCAS des villes ou les actions des départements, mais le lien avec le sanitaire est quand même extrêmement compliqué. Donc je plaide pour une réforme en profondeur de l'organisation territorialisée de notre système de soins primaires. Vous auriez des pistes pour améliorer ce aller vers que vous évoquez? Ah oui, moi je rêve de collègues du soin primaire qui est en fait un certain nombre, un territoire à prendre en charge avec tous les gens dedans, qu'ils soient bien portants, pas bien portants, qu'ils soient malades chroniques, âgés, jeunes, et au moins on sait qui fait quoi dans un secteur donné. Mais pour des personnes âgées, isolées, cela passerait par du porte-à-porte, par exemple, ce genre de Mais choses? par du domicile, bien sûr, de la visite à domicile. Alors pas forcément médicale, hein, mais ça peut être délégué. Il peut y avoir une organisation un peu nouvelle, des délégations aussi de compétences, de tâches, les IPA, les fameux infirmiers de pratique avancée, d'autres acteurs éventuellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le mur démographique qui se profile, avec le baby-boom qui arrive aux âges très avancés, au-delà de 80 ans, à partir de 2027 jusqu'en 2045, l'augmentation du nombre d'âgés et d'âgés isolés et de très âgés, il va falloir apprendre à le gérer. Et avec une ressource humaine à côté qui va être plutôt, au mieux, stagnante, voire diminuante, puisque c'est ce qu'on constate, et que ce n'est pas un sujet d'augmenter des numerus clausus ou autre. De toute façon, il y a moins de gens. Et l'augmentation des besoins est forte. Donc il faut qu'on repense profondément notre organisation du système de santé, je pense. En commençant, on parle beaucoup de la crise de l'hôpital, mais la crise de l'hôpital, elle n'est pas indifférente, elle n'est pas à part de la crise du soin primaire. Le soin primaire, l'organisation en ville, médecine générale et autres. Donc c'est pas indépendant. Et si on réglera jamais la crise de l'hôpital, c'est-à-dire le recours, quand c'est dépassé, au service d'accueil des urgences, comme si c'était un suivi médical de soins primaires, ce qui n'est absolument pas ni le rôle ni la capacité d'un hôpital, si on ne réforme pas le soin primaire. En faisant que les acteurs se sentent valorisés et dans des conditions correctes pour réaliser l'exercice, et puis de la part des acteurs aussi, cette envie de faire vraiment de la santé publique. Merci. En cancérologie, quelles leçons on peut tirer de cette crise Covid? Je m'adresse à vous deux en même temps, libre à vous de répondre en vrai. Quelles leçons on peut tirer, par exemple, sur le dépistage fort de votre expérience? Qu'est-ce qui vous frappe Oui, là, comme vous l'avez expliqué, on voit que là, les chiffres très directement montrent l'impact des politiques de dépistage et aussi de diagnostic, en fait, pour des personnes qui ont une suspicion de maladie, de pouvoir se faire diagnostiquer rapidement et donc pris en charge ensuite rapidement, c'est essentiel. Et enfin, déjà que les données en matière notamment de dépistage du cancer du sein n'étaient pas fantastiques en France. Là, la crise Covid a montré que l'impact en fait très très important de ces stratégies de dépistage qu'il ne faut bien évidemment pas du tout arrêter. Et puis de cette question aussi du diagnostic. Et nous, ce qu'on voit aussi beaucoup dans notre association, c'est l'errance diagnostique pour certaines personnes, notamment des femmes jeunes qui souvent peuvent se rendre chez leur médecin généraliste en disant j'ai une grosseur à un sein et en gros on ne les croit pas, ou on leur dit mais non, c'est pas possible, vous êtes trop jeune. Et on les retrouve ensuite, nous, dans nos établissements, avec des cancers, malheureusement, en situation métastatique, donc assez dramatique. Donc agir le plus tôt possible, ça me paraît être tant sur le dépistage que sur le diagnostic, c'est la principale leçon à en tirer. Donc ce serait sanctuariser l'activité de détection qui a été suspendue pendant 3 mois pour le dépistage organisé, je le rappelle. Et vous, Monsieur Thierry, vous avez quelques pistes, quelques idées? J'ajouterais au diagnostic et à la prévention un besoin peut-être de communication. Et je pense que l'art est difficile parce que au cours de la pandémie, il y avait
on vient de le dire, un besoin de communiquer et de stimuler la population à consulter, et s'il y avait des symptômes, et de ne pas avoir peur de l'hôpital dû à des infections qui peuvent apparaître, et le fait de dire on va engorger les hôpitaux. Donc là, c'est une décision qui est difficile, mais je pense que une communication ciblée vers, comme cela a été dit, des personnes fragiles, en difficulté, aurait pu être faite. Ça, c'est une solution. Et de dédramatiser les choses, parce qu'il y a eu une dramatisation quand même. Et donc, il y a peut-être, parce que la communication est importante, puisque la communication, c'est celle qui a fait toute cette anxiété. Donc, c'est pas quelque chose à négliger en santé publique non plus, puisque on le sait, il y a des publicités pour, notamment actuellement sur les maladies cardiovasculaires. Il faut donc que la communication soit bien ciblée, et je sais par contre que c'est complexe, mais ça doit être réfléchi à mon avis. D'accord, merci. À Rosep, vous avez des maisons d'information. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe Oui, ce sont ce qu'on appelle des centres de soins de support en centre-ville, à Bordeaux et Paris, mais aussi à distance, qui permettent aux femmes d'abord de rompre leur isolement en échangeant avec d'autres femmes, d'être écoutées et accueillies et orientées par des chargés d'accueil et de mission qui sont là effectivement pour leur donner de l'information. On organise aussi beaucoup de conférences avec des médecins, etc. Et énormément d'ateliers de soins de support pour mieux gérer ces effets secondaires et éviter la rechute ou un nouveau cancer, avec par exemple de l'activité physique adaptée, des ateliers avec des oncodiététiciennes, des groupes de parole avec des oncopsychologues, ce genre de... D'accord, Voilà. donc ce serait à développer. Pardon, vous vouliez compléter? Oui, je voulais compléter ma réponse, je m'en excuse. J'ai oublié d'insister sur donc l'importance du diagnostic, ça a été dit, mais il faut répondre à cette importance. Donc il faudrait faire beaucoup plus de plans diagnostiques, qui est quand même plus ou moins un parent pauvre par rapport aux thérapies. Donc le diagnostic participe à la prévention, participe au management des patients atteints de cancer. Donc, bon, je presse pour ma paroisse, évidemment, mais il faudrait, à l'échelle européenne et nationale, provoquer un réveil sur des plans sur le diagnostic et sur notamment les méthodes tout à fait récentes et nouvelles et qui sont extrêmement encourageantes, notamment le séquençage, l'ADN circulant, le transcriptomique, des technologies qu'on appelle moléculaires qui peuvent vraiment apporter au diagnostic, à la prévention des patients et répondre aux questions à l'avance lorsqu'il y a une pandémie. Justement, je m'adresse à vous trois cette fois-ci. Les autorités sanitaires ont utilisé le terme « sans perte de chance » à chaque fois qu'il y a eu une déprogrammation, une adaptation des schémas de soins. On a vu dans notre livre que quelquefois ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation de ce terme « sans perte de chance » ? Oui, également définir ce que c'est, parce que finalement... ouais, c'était assez flou. Parfois assez flou. C'est compliqué à comprendre. Peut-être que... Sans perte de chance, évidemment, c'était ce qui était souhaité. Après, dans un tel moment, c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de perte de chance du tout. Après, il faut quand même savoir que, quand on se compare, on arrive des fois à se rassurer aussi. Pour avoir vu ce qui se passait dans d'autres pays, par exemple, même dans mon champ à moi, qui était la prise en charge, par exemple, des patients les plus âgés, on n'a pas à rougir de ce qui a été fait, même si, en tant que gériatre, je sais qu'il y a eu, par exemple, de la discrimination à une intensification des soins dans certains moments Covid, de manière
à protéger des ressources qui n'étaient pas forcément utilisées à ce moment-là, mais pour des patients potentiellement plus jeunes qui pouvaient arriver. Vu ce qui s'est passé dans d'autres pays, franchement, on s'en sort, et nos patients âgés en France s'en sortent pas si mal. Mais rien n'est parfait. Donc, sans perte de chance pour la partie Covid, pour ce qui est de mes patients, je vous ai dit ce que j'en pense, voilà. Après, la perte de chance globale liée à la déprogrammation massive, notamment en première vague, évidemment que ça entraîne de la perte de chance. Tout retard diagnostique en cancérologie, c'est de toute façon une perte de chance. Ça ne veut pas dire que c'est irrattrapable, ça ne veut pas dire que c'est une condamnation pour un individu donné à une mort certaine, c'est pas ça que ça veut dire. Mais oui, globalement, ça fait de la perte de chance. Mais c'est vrai qu'il fallait affronter l'inconnu, sans aucune donnée, de rien. Je pense que ça se reproduirait. Effectivement, plus personne ne ferait pareil, notamment sur cette déprogrammation complète de l'ensemble des activités pendant plusieurs semaines à l'hôpital. Mais il fallait, encore une fois, faire face à l'inconnu et être capable, et ça pour moi c'est vraiment la leçon à tirer notamment de la gestion de la première vague, encore une fois. Après, c'était un peu différent. Mais c'était notre capacité en soins critiques, ou en tout cas de capacité à augmenter rapidement le capacitaire de soins critiques. C'est finalement ça qui a entraîné la déprogrammation chirurgicale. Ce n'est pas les collègues chirurgiens qui ne voulaient plus opérer, hein. C'est qu'ils n'avaient plus d'anesthésistes, parce qu'il se trouve que les anesthésistes sont aussi réanimateurs, et qu'on avait besoin de la compétence réanimatrice plus que de la compétence anesthésique à ce moment-là. Donc il y a vraiment un élément de capacitaire, parce que ce sont des lits techniques avec du personnel, il n'y a pas que les médecins, avec du personnel très qualifié, très technique, mais on a moyen, ça existe, les militaires savent le faire, hein, d'augmenter, entre guillemets, en technicité, le même lit, pour faire court. Et ça, c'est certainement ce qu'il faudra prévoir, et puis une forme de gradation. Mais je vous ferai remarquer que sur la deuxième ou la troisième vague, on s'était déjà adapté dans le système de santé. Et on a déjà travaillé différemment, et avec une réduction progressive de ces fameuses pertes de chance. Monsieur Thierry, vous vouliez dire quelque chose? Ah non, j'ai cru que vous aviez, sur les pertes de chance, l'utilisation de... D'autant plus que la réponse est complète. Je veux bien rajouter quelque chose, allez-y, parce je vous en prie. effectivement, comme vous le disiez, c'était une situation totalement inédite. Et nous, en tant qu'association de patients, d'ailleurs, je tiens à le signaler, on a fait remonter toutes ces difficultés que je vous citais tout à l'heure, et on a eu quand même une très grande écoute de la part des pouvoirs publics qui ont rapidement réagi, notamment sur toutes ces questions de préservation ovarienne, de reprogrammation des reconstructions mammaires pour les BRCA. Enfin, on a senti qu'il y avait quand même une écoute par rapport aux remontées de terrain dans un contexte largement très difficile, en particulier lors du premier confinement. Mais pour autant, il n'y a pas eu de bilan officiel, pas à ma connaissance, et ce n'est pas en travaux. Le ministère de la Santé ne s'est pas dit on va faire un bilan précis des conséquences. En tout cas, quand on les avait interrogés, ils nous avaient dit que ce n'était pas le cas. On était assez surpris qu'il n'y ait pas de ce genre de travaux. Non, Jean-Yves, c'était pareil pour toi, tu avais eu aussi ce genre d'écho. Oui, effectivement, c'était les remontées du terrain sur le sujet. Donc ça paraît, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si dans les autres pays, ils font des bilans, vous qui avez une vision plus internationale, il y a des bilans peut-être... Je sais qu'aux États-Unis, dans le contexte de la recherche et des essais cliniques, qui est complètement différent de la France, les communications scientifiques et les rapports épidémiologiques ont été très nombreux. Je n'ai pas connaissance d'un rapport gouvernemental ou fédéral aux États-Unis. Par contre, il y a actuellement aux États-Unis une quantité importante d'informations qui est donnée. Et comme je l'ai dit, ils sont un peu équivalents dans les grandes lignes à l'Europe. Et donc, c'est vrai que s'il y avait eu un rapport fédéral, par exemple, il y aurait eu des conclusions. Il peut y avoir aussi des conclusions par l'OMS,
cela n'a pas été fait de façon globale avec des actions à mener réellement. Ils ont laissé, je pense, les pays, chacun gérer la réponse au problème. Mais ce n'est pas une question uniquement française, c'est ce que je veux dire. Je suis d'accord que c'est un défaut, qu'il faudrait remédier à cela, parce qu'en faisant un rapport, on pourra avoir des actions, et modifier, s'améliorer. Oui. Et donc, je pense que, comme je l'ai dit, en début de l'année prochaine, je pense qu'il y aura des informations qui seront données. D'accord, on suivra cela. Tu veux Très bien. passer au... Eh bien, nous avons questions. des questions du chat, puisque maintenant Oui. c'est l'heure des questions du chat. Alors, il y a une question pour Olivier Guérin. Alors qu'il a été mis en place pour protéger les vulnérables, le confinement les a impactés par le retard de dépistage. Ce confinement n'a-t-il pas été en conclusion délétère pour ces personnes vulnérables et probablement pas que? Alors oui, le confinement, les effets délétères d'un confinement, de mesures de restriction de liberté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est pas de doute. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec le premier élément. Le confinement n'a jamais été mis en place pour protéger les plus vulnérables et en particulier les personnes âgées. Hein. Jamais. Pourtant, ce qui est C'est avancé totalement par les faux. pouvoirs publics. Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été fait pour ça. Le seul but du confinement, ça a été de casser l'augmentation exponentielle épidémique pour préserver la capacité de réponse en soins critiques, tout public. Donc ce n'est pas du tout pour protéger les gens âgés qu'on enfermait les jeunes. Hein. C'était pas ça. Hein. Ça n'a jamais été ça. C'était pour que l'hôpital puisse répondre aux formes graves en mettant les patients qui le nécessitaient dans des lits de soins critiques, uniquement. Donc il n'y a pas du tout. C'est pour ça qu'après, quand on voyait, ça a provoqué, je trouve, un peu de tension intergénérationnelle pour quelque chose qui était complètement faux. On n'a jamais été confinés pour protéger nos anciens. Pas vrai du tout. Les pouvoirs publics disaient Faux. les deux finalement. Complètement faux. Oui, c'est vrai. Les confinements ont été faits pour protéger la capacité de réponse en soins critiques. C'est tout. Une autre question, alors c'est pour Isabelle Huette. Beaucoup d'associations de patients ont essayé d'alerter sur les difficultés durant le Covid. Estimez-vous avoir été entendu et à quel point? Alors oui, comme je vous l'expliquais, nous, ces remontées de terrain et ces difficultés, bien évidemment, on n'a pas manqué d'alerter le gouvernement, en particulier le cabinet du ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'époque, qui nous a entendus sur toutes ces questions de préservation ovarienne, des difficultés aussi liées sur le plan social, aussi aux déprogrammations de reconstruction mammaire, parce que par exemple, quand vous avez 4 ou 5 opérations et que vous arrivez au bout de vos 3 ans d'indemnité journalière, et vous n'avez plus aucun droit alors que vous ne pouvez pas encore reprendre votre travail. Il y a eu une prolongation des délais de tolérance qui ont été rallongés. On a aussi alerté au moment du déconfinement sur le retour à l'école et au travail des conjoints et des enfants, notamment de personnes malades de cancer, avec les conséquences pour des personnes particulièrement affaiblies en traitement de chimio, par exemple, qui restaient à leur domicile, et sur des aménagements. Par exemple, il y a eu des dispositifs mis en place avec le CNED, etc. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Là où le bas blesse, c'est sur les suites, finalement, ou voir le révélateur connexe de cette crise Covid, c'est sur la crise de l'hôpital et du système de santé. Là, par contre, on estime que les associations patients, et on n'est pas les seuls, puisqu'on s'est réunis en collectif avec d'autres. Là, on a beaucoup de mal à faire entendre notre voix, en fait. Là, pour le coup, c'est assez compliqué. D'accord, merci. Une question pour Alain Thierry maintenant. Alors, savez-vous quand on pourra avoir un bilan exhaustif des conséquences des retards de soins durant l'épidémie en cancérologie? Très bien, cela rappelle la question de M. Labaune. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur la réponse, mais en France, je l'ai indiqué, toutes les données cliniques, toutes les données épidémiologiques, toutes les données diagnostiques sont répertoriées par l'INCa, et l'INCa a tous les résultats. Et je pense qu'au moment où on pourra faire et on pourra émettre des conclusions, l'INCa donnera tous ces résultats.
Il n'y a pas, je pense, une volonté de préserver l'information automatiquement. En France, parce que dans les autres pays, c'est un peu la même chose, comme je l'ai indiqué. Et même aux États-Unis, où il y a une certaine liberté. Donc, pour moi, l'année 2024 peut être l'année où on pourra faire un petit recul. Et surtout, comme je l'ai indiqué précédemment, lorsqu'il y aura l'étude de survie à 5 ans, sera une conclusion factuelle définitive sur l'impact de la pandémie et qui est liée aussi aux problèmes de santé publique et des ressources humaines en santé en France. Alors, une autre question, alors je pense que c'est pour vous trois, puisqu'il n'y a pas de personnes pour... Ouais, non. Monsieur Guérin, Ouais. qui évoquait il- les chirurgies fonctionnelles. D'accord. Il reste encore beaucoup de blocs fermés, surtout pour les chirurgies fonctionnelles, par exemple orthopédie. Quelle perspective de réouverture? Alors, je ne sais pas si la question cible plutôt un type d'établissement privé ou public, enfin, l'hôpital public, les établissements de la FEAP ou de la FHP. En tout cas, dans nos 3 grandes fédérations d'établissements, il existe toujours dans les 3, alors c'est encore plus marqué à l'hôpital public, mais dans les 3, des difficultés, mais qui sont liées en fait au personnel. Là, c'est vraiment, notamment, manque d'IBOT, par exemple, des infirmières de bloc opératoire, où c'est vraiment sur le métier plutôt d'infirmier spécialisé dans le cadre de la chirurgie ou des blocs opératoires qu'on a du mal à avoir une capacité chirurgicale strictement normale par rapport à ce que sont capables de faire nos collègues chirurgiens, notamment par exemple sur l'orthotraumato. Donc c'est vraiment plutôt un sujet de ressources humaines plutôt ciblé sur le métier, les métiers, parce ils sont nombreux, IAD, IBOD et IDE, les métiers infirmiers. Encore une question pour vous, Monsieur Guérin. À quel point les pouvoirs publics se sont emparés du sujet des retards de soins aujourd'hui? Après, je pense que c'est valable, c'est une question pour tout le monde, peut-être aussi. On l'a déjà un peu évoqué, mais oui. Oui, même si c'est adressé à Monsieur Guérin. Bon, alors je vais vite et après je vous passe vite là. À quel point, je ne sais pas trop. Je pense que tout le monde est bien conscient. Quand on dit pouvoir public, je suppose qu'on pense surtout à l'exécutif national, enfin au gouvernement, parce que la santé, ça reste quand même une compétence de l'État, même s'il y a des parts décentralisées. Mais honnêtement, comme le rappelait très bien Alain Thierry tout à l'heure, ce sujet, il est assez global. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la France bashing dans l'histoire. Les difficultés du système de santé qu'on rencontre, notamment en termes de ressources humaines et de capacité donc de faire des choses par manque de gens, c'est pareil dans les autres pays. Pour avoir des collègues en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, comme vous le disiez, même dans le bloc nord-américain, Canada et États-Unis, parce qu'on dit toujours il y a aussi un problème de salaire, par exemple, de valeur donnée au personnel de santé en France. C'est vrai qu'on est moins bien payé que dans beaucoup d'autres pays, mais même des pays comme le Canada, qui rémunèrent plutôt très bien leurs professionnels de santé, ils connaissent aussi les mêmes problèmes. Donc c'est pas, il y a un problème de rémunération, mais c'est pas qu'un problème de rémunération. Donc on voit bien que cet effondrement-là de la capacité en ressources humaines, elle est assez globale, ce qui est, pour le coup, je trouve, pas très rassurant pour l'avenir. Madame Huette, vous voulez vous exprimer sur le sujet? Oui, en fait aujourd'hui, ce qu'on note effectivement, il y a des reprises, des augmentations de salaire. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même des mesures, on va dire, à assez court terme. Et je ne crois pas qu'il y ait encore une vision à très long terme des choses de par les pouvoirs publics. Donc c'est ce qui reste encore à mettre en place. La route va être assez longue, je pense. Oui, on n'est qu'au début de l'analyse de ces retards. Une autre question peut-être? Pas d'autres questions pour l'instant. Si. On va attendre un petit peu. Sinon, en attendant que la question arrive, moi j'avais une question pour vous. C'est bon. Ouais. Alors, question. Le Covid est en train de revenir. Quelles consignes donneriez-vous à la population et aux tutelles pour éviter les retards de soins? On peut évoquer le sujet déjà, mais peut-être que... Non, peut-être on peut changer de question ou
Je pense qu'on a déjà répondu à Oui, ce point. vous avez globalement répondu à ces questions. Peut-être revenir avec vous sur les leçons à tirer, parce que finalement, on vous a posé la question à vous, Madame Huette, à vous, Monsieur Thierry, mais vous, Monsieur Guérin, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les leçons à tirer pour les populations vulnérables de la crise Covid, et en particulier les personnes âgées? Je crois qu'il faut qu'on... Un des moyens de répondre en France, hein, puisque je dis qu'après c'était assez global, c'est d'essayer de réfléchir en termes de structuration territoriale de notre soin, tant sur les établissements publics et privés, qu'il ne faut plus qu'il y ait d'opposition entre le public et le privé. D'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, la plupart, hein, les établissements ont plutôt très bien collaboré dans le temps de la crise, le temps le plus aigu de la crise. Donc il faut qu'on garde cet état d'esprit. Et après, c'est vraiment le soutien qu'il faut qu'on mette à nos professionnels du soin primaire. Hein. Le soin primaire, là on est entre acteurs du système de santé, donc tout le monde comprend ce que c'est le soin primaire. C'est vraiment important. Et je pense que c'est ce soin primaire-là qu'il faut, on va dire, charpenter de manière costaud, en multiprofessionnel, très holistique, dans une vision très intégrative du soin, multimétier donc, et territorialisé. C'est-à-dire que ce qui nous a coûté cher, objectivement, c'est que ce vieux fonctionnement du médecin traitant qui choisit son patient, le patient choisit son médecin, c'est assez inefficace en termes de santé publique. Donc, parce que ça laisse de côté tous ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus vulnérables qui ne vont pas voir. Et qui du coup ne connaissent le système de santé que par le mode d'accès en urgence. Ce qui est le pire des modes si on veut gérer correctement son état de santé personnel. Hein, l'urgence, c'est fait lorsqu'il y a une crise, évidemment, mais ça ne se substitue jamais à une vision intégrative du soin tout au long d'une vie pour préserver un état de santé et d'autonomie. Jamais. Est-ce que les solutions de télémédecine qui se sont beaucoup développées pendant le Covid peuvent apporter quelque chose, être intéressantes? Exactement. C'est-à-dire qu'au moment où on a cette raréfaction de la ressource, de toute façon, on a à la fois un choix thématique, c'est la prévention, parce que comme la réponse curative est et sera encore de moins bonne qualité dans les années à venir, il vaut mieux pas être malade. Donc, cibler vraiment des efforts importants sur la prévention. Et la prévention, ça se construit. Actuellement, on en est au préambule de la construction de parcours de prévention. Le deuxième élément, c'est objectivement, mais ça nécessite un peu de courbe d'apprentissage, comme diraient les collègues chirurgiens, le digital. Donc, intelligence artificielle pour faire court et robotique, par exemple, sa déclinaison technique et factuelle sur la chirurgie. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'efficacité. Et le dernier point, enfin, c'est qu'on arrive aussi à faire ce qu'on appelle, les santé pub appellent ça la promotion de la santé, c'est-à-dire que notre population soit plus acculturée au sujet de santé pour ne pas faire, un peu en dépit du bon sens, un recours au système de santé qui de toute façon n'est plus capable de supporter ce dépit du bon sens. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur la téléconsultation. Certains professionnels interrogés dans le livre ont dit qu'il y a pu avoir des détections peut-être de cancer qui sont passées sous les radars avec la téléconsultation. Est-ce que vous avez eu des infos sur cela? Est-ce que... Je m'adresse à tout le monde. Est-ce que la téléconsultation, il n'y a pas eu quelques ratés aussi, quelquefois? C'est une question ouverte, je ne sais pas. Alors là, je parle comme clinicien, mais je m'adresse aussi. Et puis après, comme ça, vous direz le retour des. Je sais pas si la réponse est oui ou non. Comme clinicien, la téléconsultation, c'est simplement un outil de plus dans un arsenal une palette de choses qu'on peut proposer aux patients. Ça ne remplace pas ni l'examen clinique, ni l'examen physique dans l'examen clinique, ni le fait de voir aussi les patients en vrai. De mon point de vue, une première consultation médicale en téléconsultation, moi, j'aime pas faire du tout. Oui. Après, dans un suivi un peu spécifique et bien encadré, ça va. Mais ça ne remplace pas. C'est pas à la place d'eux. C'est en complément et pour le coup, ça peut aider à mieux suivre. Je sais pas si
Vous avez eu des retours On sur n'a ce eu point? aucun Non. retour sur ce point, mais je partage tout à fait votre avis. En tout cas, du point de vue des patients, le rapport humain et Ouais. le toucher, un médecin, c'est d'abord du toucher pour le diagnostic, ça paraît indispensable. Et c'est une relation qui se construit comme n'importe qui. Il faut d'abord s'être rencontré physiquement et ensuite, une fois que la relation de confiance est là, effectivement, ça peut être un support fantastique d'avoir ces outils de consultation à distance. Mais ça, en aucun cas, effectivement, ça ne peut remplacer une consultation en plus de diagnostic, c'est pas possible. Merci. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va passer à la conclusion. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a un peu fait une introduction au sujet et il faudra un autre travail pour approfondir vraiment tous les retards. C'était vraiment un vaste sujet, mais là, on a essayé de donner un panel avec quelques présentatifs et quelques chiffres pour comprendre un petit peu quels sont les premiers enjeux. Et comme l'a répété M. Thierry, on attend les chiffres de l'INCa avec impatience tous et un bilan exhaustif peut-être à partir de 2024. Et juste un petit chiffre que je voulais rapporter avant de conclure, de finir, c'était l'INSEE a fait une étude, elle a analysé qu'il y avait eu 8,7% de décès en plus en 2022 par rapport à ce qui était attendu. Et parmi les trois principales causes présentées par l'INSEE, il y a les retards de soins. Voilà, je conclue avec ça. Merci à tous. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi.